Glenn Brown was born in Northumberland, England in 1966. Glenn Brown est né dans le Northumberland, au nord de l'Angleterre, et il a travaillé à Londres après une formation au Goldsmiths College de Londres. Son œuvre a fait l'objet de nombreuses expositions à la Galerie Serpentine de Londres, au Kunsthistorisches Museum de Vienne et aussi de très nombreuses expositions comme Cher peintre au Centre Georges Pompidou en 2002 et puis à la Biennale de Venise également en 2003. Ecstasy in and About Ordered States au Musée d'art contemporain de Los Angeles en 2005. 10,000 Lives à la Biennale de Guangzhou en Corée et le Surréalisme, c'est moi, la Kunsthalle de Vienne en 2011 et Rio de Baroque au musée Guggenheim de Bilbao l'année dernière en 2013. Son œuvre a aussi été présentée par la Galerie Guggenheim à Londres ainsi qu'à Berlin. Il y a eu diverses expositions récentes de Glenn à la Galerie Guggenheim à New York et les œuvres sculptures aussi. Et ces tableau, l'un que nous allons voir projeté, est basé sur Fragonard, peint en 2011, sera montré à l'exposition Carte Blanche au musée Cognac-J le 17 novembre. Et qui aussi, son tableau Morality, détenu par le Centre Pompidou, va être bientôt exposé au Centre Pompidou de Metz. Alors, Glenn a d'autres expositions en préparation à Londres et aussi à Providence aux États-Unis. Encore une fois, donc, un très grand merci, cher Glenn Brown, d'avoir accepté notre invitation au Collège de France. Et nous avons hâte de vous entendre maintenant. Merci. Je m'appelle Glenn, donc. Je vis et je travaille à Londres. C'est là que je vis et je travaille pratiquement depuis toute ma vie. Et l'Europe est tout à fait au cœur de ce qui a façonné mon œuvre et les structures qui la soutiennent, notamment dans l'histoire de l'art européen. Je fais quelques 5 à 6 tableaux par an. Ce n'est pas parce que je suis paresseux, mais parce que je déploie beaucoup d'efforts dans chaque tableau qui, parfois, peuvent nécessiter plusieurs années avant d'aboutir. Et je veux ralentir le processus de regard du tableau. Et cela veut dire aussi ralentir le processus de préparation, de fabrication du tableau. Je n'ai pas d'assistant pour m'aider. Je fais tout moi-même. Encore une fois, je ne vois nul besoin de produire 20 ou 30 tableaux par an. Je pense que le monde est rempli de mauvais tableaux et je veux me consacrer à en faire des bons. Pour donner un arrière-plan de mon point de départ et ce que j'ai pu faire dans le passé, j'ai quitté le Collège Goldsmith en 1992 et il y avait des mutations qui se passaient dans le monde de la peinture, le néo-expressionnisme aussi commençait à se laisser déchirer un peu par ce qui se passait à Cologne et à New York à l'époque par rapport aux tendances néo-géo, l'art d'appropriation.
Alors, les tableaux macho allemands étaient fortement remis en question et toute l'idée du coup de brosse, du pinceau, du geste était là en suspens. Comment puis-je croire de nous encore à ces gestes de pinceau, de brosse, cette notion d'utilisation de couches épaisses de la peinture et l'idée que la main, le bras puissent avoir tant de valeur dans la production du sentiment, de la sensation, je n'y croyais plus. Et beaucoup de gens de ma génération en étaient là aussi. Des artistes comme Gerhard Richter et Sigmar Polk ont commencé à avoir une forte influence sur mon œuvre. Et on commençait à dire que la peinture était morte. Et la mort de la peinture était partout. Tous les magazines que l'on pouvait consulter sur l'art semblaient indiquer qu'il y avait une véritable mise à mort de la peinture. Et véritablement, la peinture était en crise et la seule manière d'avancer, me semblait-il, était avec des artistes comme Richter et Polke qui utilisaient la photographie et l'image imprimée et qui pourraient nous faire avancer dans la peinture du XXe siècle. J'ai commencé avec un ensemble de tableaux basés sur l'œuvre de Frank Gaubach, un peintre anglais qui peint avec des gestes très épais. La peinture peut arriver à 5 cm d'épaisseur sur ces toiles. Et on le considérait comme un artiste qui faisait partie du néo-expressionnisme. Mais par rapport au collège de Goldsmith et l'arrière-plan conceptuel dont j'étais issu, il était dépassé. Il était considéré comme un artiste qu'on ne considérait plus, comme Francis Bacon ou d'autres. C'était enfantin, on considérait comme ça, pas intéressant. Et il me semble qu'en fait, que dès qu'on vous dit il ne faudrait pas regarder ça, on devrait se poser tout de suite la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que cette œuvre ne serait pas pertinente? Alors j'ai commencé à élaborer des tableaux comme celui-ci, The Real Thing, en 2000. Tous mes tableaux sont à plat, la surface est sans texture, ou quasiment sans texture, ou en tout cas autant que je peux. Et donc les coups de brosse ici sont en fait rendus avec de petits pinceaux. Et le flou est un flou apparemment photographique qui est fait uniquement par la main. Et donc, les longs coups de pinceau là, de peinture, c'est ce qui est fait par les pinceaux spécialisés des carrossiers, très, très, très fins. Et ces tableaux sont basés sur des reproductions, des photographies de tableaux, des lithographies, des photographies de tableaux que l'on trouve dans les livres. Mais les tableaux eux-mêmes ne peuvent pas être retravaillés parce qu'on ne peut pas comprendre autrement ce qu'il y a dans le tableau. Comme je l'ai dit tantôt, on disait à ce moment-là que la peinture était en crise. Et donc, des artistes comme Richard Prince, Thierry Devine et Jeff Koons étaient en train de faire de l'art fait d'appropriation. Ils remettaient en question la notion d'originalité et ce que l'on pouvait considérer comme étant le geste originel et quelle était l'intention. Et puis, ce qu'on faisait à ce moment-là, c'était de copier. Et puis, des écrivains comme Walter Benjamin ont joué un rôle majeur dans tout le débat qui tournait autour de cette question à l'époque. Et donc, à cette fin, j'ai commencé à élaborer des tableaux après les tableaux basés sur l'œuvre de Frank Albax. J'ai commencé à faire des tableaux basés sur des illustrateurs de science-fiction. Les tableaux Albac qui avaient précédé ceux-ci étaient issus de la question « qu'est-ce que je vais peindre ?»
Et la réponse était, je vais peindre la peinture. Ça pouvait être une réponse stupide, mais c'était aussi une réponse stupide pour une question stupide. Et en fait, chaque artiste doit se poser ces questions et très clairement, la manière de peindre n'arrive qu'en deuxième jeu. Et donc, cette peinture basée sur Chris Foss qui amalgame différentes illustrations, des peintures à l'huile. Et donc, on remettait en question donc de cette notion d'art haut et d'art de bas niveau, la science-fiction faisant partie de cette dernière catégorie. Et donc, ça réduit cette idée d'un thème très de bas niveau, la science-fiction. Les originaux, généralement, étaient utilisés pour les couvertures de livres. Et donc, n'avaient que quelques centimètres en termes de dimension. Et donc, j'ai commencé à agrandir non seulement le résultat, mais aussi la manière de procéder. Et la surface était rendue comme si c'était des photographies, alors qu'elles sont toutes totalement peintes à la main par des très fins pinceaux. Pendant ce temps, la notion de post-structuralisme a pris de l'importance pour moi. Et cette idée de comment on partage une image et comment une image cadre dans le langage de l'art et le fait que l'art est quelque chose de partagé parce qu'autrement on ne peut pas comprendre ce que dit quelqu'un d'autre. Et de même, nous comprenons les images de manière partagée. On partage la connaissance d'une image, parce qu'autrement, cette image perd son sens. Et donc, je voulais discuter du langage de la peinture et même le langage de la fuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas véritablement fuir, et d'ailleurs, même nos rêves sont partagés avec d'autres, et ces rêves sont faits d'images que l'on a pu déjà voir dans des films ou qui ont été suscités par nos lectures. En ce sens, on ne peut pas avoir une pensée originelle. Et donc, Félix Deleuze était aussi, et Guattari était également très influent avec cette connaissance partagée que nous avons et la manière dont la langue se répand et nous permet de nous rejoindre. Et donc l'idée de l'originalité a été profondément remise en question en ce qui me concerne. Je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir encore à être original, parce que pour être original aurait été sans sens. Et donc, une peinture comme celle-ci remettait en question, effectivement, comme le fait Dali, quel est le bon goût, quel est le mauvais goût. Et en fait, l'original est le tableau de Salvador Dali qui est à la Tate Gallery. Et d'ailleurs, le Tate ne voulait pas l'afficher parce qu'ils estimaient que ça allait susciter de mauvaises idées chez les spectateurs et notamment les enfants. Donc, Dali était plus de mode. Et encore une fois aussi, comme je l'ai déjà dit, Francis Bacon était vraiment quelqu'un qu'il fallait surtout éviter si on était un étudiant. Et pourtant, aujourd'hui, on le célèbre beaucoup plus. Alors, dans ce tableau, on prend les tableaux de Guernica peints par Picasso et on le surimpose sur le tableau Cannibalisme de Dali. Et donc, c'est un mélange de ces deux tableaux. Les deux tableaux portent sur la guerre civile espagnole. Le tableau de Dali, qui est, et je dois rappeler, est un tout petit tableau, alors que Guernica est colossal. Et moi, j'essaie de dire que, en fait, le tableau de Dali
que l'on ne considérait pas vraiment sérieusement était en fait un tableau beaucoup plus important quand il s'agit de traduire l'angoisse induite par la guerre civile espagnole. Et encore une fois, cette adaptation en noir et blanc rappelle Guernica, qui est aussi peint en noir et blanc, et intitulé aux chansons de Smith et de la musique de l'époque, Joy Division et The Four et d'autres groupes pop de l'époque, à la fin des années 90, qui essayaient de aussi remettre en question la manière dont on classifie les œuvres en beaux-arts et en mauvais-arts. Ici, vous avez le détail d'un tableau. L'original est par Govert Flinck et la couleur dans mon tableau vient de Hans Ludwig Kirchner. C'est un tableau de 2014 qui s'intitule Reproduction. Et c'est un détail du tableau. Encore une fois, j'essaye de ralentir notre manière d'appréhender le tableau. On doit regarder le détail, on doit regarder les petites marques qui ont été apportées avec beaucoup de soin. Et puis, il faut essayer d'interpréter, est-ce que c'est un lavis réel ou est-ce c'est un faux? Est-ce que c'est une surface épaisse? Est-ce que c'est une surface totalement plane? Alors, cette notion d'un croisement entre des tableaux expressionnistes et des tableaux à partir de photos, tout cela est ensemble. Et je veux aussi que l'observateur, quand il regarde le tableau, puisse avoir envie de le regarder de très près, puis aussi de reculer de loin et de continuer ce processus de rapprochement et d'éloignement du tableau qui anime à la fin le tableau. Encore une fois, un tableau un peu plus grand. Alors, le tableau d'origine de Govert Flinck était au Metropolitan de New York et c'est devenu pour moi une source importante d'images parce que, de manière intéressante, il y a quelques années, le Metropolitan a décidé de mettre toutes les images qu'ils ont de leur tableau et tous les objets qu'ils possèdent, les mettre en œuvre en ligne à très haute résolution de manière numérique. Et donc, c'est véritablement devenu un musée comme d'autres où tout ce qu'il possède est disponible jour et nuit partout dans le monde pour quiconque le veut. Alors ici, vous avez le tableau fini, terminé. Et encore une fois, il faut considérer que la surface est totalement plane. Et donc, ce que vous regardez correspond presque à une impression, une sorte de reproduction photographique. Ici, le bonheur est dans la poche de 2012. L'original est d'Adolf Menzel et très clairement, c'est le tableau d'un pied qui flotte dans le ciel. C'est un très grand tableau de 2,50 m de haut et donc le pied est très agrandi. Mais encore une fois, les marques de brosse sont très plats. Et donc en fait, vous devez vous poser la question, est-ce que ces marques de brosse sont luxuriantes? Est-ce ça donne envie de les lécher comme de la glace? Ou est-ce que ce sont comme des blessures qu'on a envie de soigner? Est-ce que la peinture est laide ou est-elle belle? Et je veux créer toutes ces contradictions. Le tableau parle-t-il de la mort ou s'agit-il de la vie, d'une nouvelle naissance, d'un enfant ou d'un pied qui rentre dans le monde une toute première fois? Est-ce que ce personnage vient de naître ou est-ce qu'il est sur le point de mourir? Et tout cela crée une animation. Si vous pouvez créer des contradictions, vous suscitez des questions. Et cet aller-retour entre une réponse et l'autre, en ce qui me concerne, ramène le tableau à la vie. Là, vous avez juste un détail de ce tableau.
Encore une fois, ça montre un peu le côté un peu cru et visqueux du tableau. Et cela puise son inspiration dans les tableaux de Kirchner. Alors certains les regardent et disent que ça leur donne envie de les lécher et d'autres trouvent qu'ils sont absolument dégoûtants. Voici le tableau d'Adolf Menzel sur lequel mon tableau est basé. Et donc, ça donne une idée de la source que j'ai utilisée. Ici, la composition ne change pas beaucoup d'après l'original, alors que dans d'autres, la composition sera très différente et le tableau final sera tout à fait méconnaissable par rapport à l'original. Mais ici, je n'ai pas pensé que c'était nécessaire et la composition peut rester plus ou moins pareille. Alors, j'ai inclus ce tableau vers un socialisme international de 1997 pour noter qu'une œuvre peut influencer une autre et que notre histoire influence notre œuvre actuelle. Et je m'intéressais à cette notion de flotter sans gravité. Et que se passe-t-il dans les poches où les choses peut-être commencent à flotter un peu comme dans la science-fiction? Et en fait, cela rappelait les tableaux de science-fiction que j'avais peints auparavant. Ici, une version plus précoce du même sujet que j'ai élaboré. Et ça, c'est l'autre pied. C'est encore une fois basé sur Adolf Menzel. Et je voudrais souligner que faire beaucoup de versions différentes du même sujet peut être très intéressant parce que cela vous incite à changer le tableau. On peut jouer avec la couleur, avec la forme. Vous pouvez parfois apporter de tout petits changements et prendre conscience que cela peut bouleverser le sens du tableau. Ici, c'est un tableau beaucoup plus petit, donc il est moins pompeux que l'autre. Il y a une sensibilité plus délicate et aussi paraît plus vulnérable à cause de ces différences de taille. Alors ici, cette peinture de Georges Ruat est la source de la couleur pour le bonheur et dans mon autre tableau, la couleur est dans la poche. Et le fait est que quand je commence un tableau, je recherche des sources de couleurs et je cherche des couleurs qui ont le bon contenu émotionnel que je voudrais pouvoir utiliser. Je voudrais le puiser dans ce tableau pour l'appliquer au mien. Les tableaux expressionnistes allemands ont été parmi mes sources préférées. Parce qu'il semble qu'à ce moment-là, il y ait eu une réinterprétation radicale de la couleur. Par exemple, dans les tableaux de Kirchner, il vivait à Berlin à l'époque, et en fait, l'essentiel de ces tableaux paraissait être dans une sorte d'état de choc. Assurément, Berlin a été métamorphosé, les alimentations de gaz avaient maintenant apporté un éclairage et les gens pouvaient désormais déambuler la nuit. Et puis, tout le monde paraissait un peu gazé parce que il y avait ce ton jaunâtre apporté par cette lumière artificielle à partir du gaz et ça crée des distorsions. Et il y a eu des notions choquantes, surprenantes comme celle-là, qui ont bouleversé la peinture à l'époque, ou par une remise profonde en question de la couleur. Ici, ça ne vous montre pas très clairement, malheureusement, à cause des photos, mais les différentes étapes que peut parcourir un tableau. Très souvent, je commence un tableau en utilisant Photoshop,
en faisant un scan du tableau que je voudrais exécuter dans l'ordinateur, l'ajuster, jouer avec, l'étirer pour parvenir aux proportions que je recherche. Et puis ensuite, on peut établir un cadre et on peut même l'imprimer ça sur le cadre que je vais utiliser. Et puis, je peux avoir une approche assez mécanique, disons, de ce que je voudrais faire. Il y a une première couche de peinture monochrome et puis à partir de là, pour moi, c'est là que commencent les bons moments. Alors, j'ajoute des marques de pochage et j'ajoute de la couleur et du glacis et changeant l'arrière-plan et transformant le tableau de sorte qu'il devient véritablement le mien. Je voulais aussi parler de la technologie de la peinture et de pourquoi je voulais peindre. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a demandé « Mais pourquoi est-ce que vous faites des peintures? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas simplement des photos des choses que vous voulez présenter et les transformer de manière numérique ?» Alors, la peinture est une technologie que même si je n'ai pas vraiment essayé de le battre par une méthode d'impression, néanmoins, vous pouvez mettre un glacis et puis avoir des bords extrêmement affinés. Vous pouvez créer des combinaisons de couleurs avec la peinture que l'impression par une imprimante ne peut tout simplement pas faire. Et donc la peinture est effectivement beaucoup plus que toute forme d'impression que j'ai pu rencontrer. Dans ce sens, je ne crois pas qu'on puisse reproduire un tableau. Alors, ça va être très intéressant de voir l'évolution de l'impression en 3D et créant là, par exemple, une surface qui sera plus rapprochée d'une surface peinte. Parce qu'en fait, même s'il y a une surface très plane comme dans mes œuvres à moi, néanmoins il y a quand même une légère impression qui se fait à travers les différentes couches de peinture. Et puis aussi la manière dont la lumière touche la surface est très différente dans ce cas. Voilà le tableau terminé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, ce sont les couleurs ici qui existent. Vous voyez le genre de jaune que je peux obtenir. Eh bien, l'impression ne me donnerait pas ce résultat-là. Bien, là, vous voyez la source pour l'un de mes tableaux, Christine du Danemark. À droite, vous avez bien sûr un tableau de Holbein, donc Christina du Danemark. C'est Henri VIII qui l'a commandé. Il cherchait une nouvelle épouse à l'époque. Il a demandé à Holbein de peindre une nouvelle reine d'Angleterre, Christina. Il a donc peint cette jeune femme qu'il a envoyée comme tableau à Henri VIII, qui ne l'a pas aimée à cause de la peinture. Il n'aimait pas ce à quoi elle ressemblait. C'est intéressant. Justement, même si elle est vraiment superbe sur ce tableau, eh bien, aux yeux d'Henri VIII, elle n'était pas assez bien. Donc, cette peinture pourrait représenter les rejets. À gauche, vous avez Baselitz, qui apparemment n'a aucun lien avec le tableau à droite. Cependant, je crois qu'il s'agit du rejet ou peut-être de déjection. En tout cas, il s'agit d'un pied. Un pied qui est peut-être la partie de notre corps que l'on rejette le plus, la plus basse dans tous les sens du terme, que l'on couvre, que l'on cache, que l'on ne montre pas. Peut-être pas la partie la plus jolie de notre anatomie. Et Baselitz, lorsqu'il a travaillé sur ce tableau, c'était avant qu'il fasse ses peintures à l'envers. Et d'ailleurs, c'est intéressant, dans mes peintures, moi, j'ai retourné ces tableaux à l'envers un peu pour faire ce que Baselitz a fait après, mais moi le faisant avant. Voilà. Vous voyez ici une œuvre terminée.
Il s'agit d'un pied tordu, moche, qui ne ressemble plus du tout à un pied, mais plutôt à un morceau de membre décoré par des fleurs. Un peu pour l'embellir, pour que ce soit plus attirant à l'œil d'Henri VIII. Mais ça ne va pas marcher parce que, bien sûr, ici, c'est fait exprès. Il n'y a plus de visage, d'yeux ou quoi que ce soit. Bon, il y a peut-être d'autres endroits qui ressembleraient à une bouche, à des yeux, à un visage, mais on n'est jamais sûr parce que l'objet nous échappe à chaque fois dans la peinture, dans le tableau. Les marques du pinceau sont très agitées, animées, qui créent effectivement un visage, mais un visage tordu, toujours en basculement vers un changement. Ici, Stardust de 2009, c'est basé sur un tableau de Fragonard, l'un des artistes que j'admire le plus, notamment la façon dont tu utilises la matière de la peinture et les coups de pinceau pour animer la surface de la toile. Et Fragonard m'intéresse également parce que là, ça nous amène au bon goût, mauvais goût. Pendant longtemps, Boucher, Fragonard ont été considérés comme des peintres vraiment décoratifs, assez même vulgaires, hein, pas vraiment pris au sérieux à l'époque. Bien sûr, avec le temps, ceci a changé peu à peu. Mais vous voyez, cette idée justement du kitsch est une idée intéressante qui, moi, en tout cas, m'intéresse. Et là, on pourrait dire que ce tableau, c'est quelque chose de bon goût ou c'est au contraire très kitsch. On pourrait dire que bon, ça vaut pas grand-chose, ou alors qu'au contraire, il y a une vraie valeur dans ce tableau. Et c'est la question que je voulais poser justement en produisant cette œuvre. Et aussi, qu'est-ce qui est un tableau qui vous attire, un tableau qui vous repousse? Ça, c'est une question qui m'a intéressé également et que je me suis posée. C'est pour cela que je vous montre Tretchikov, Vladimir, un artiste qui a eu beaucoup de reproductions de ses peintures partout dans le monde. Et comme peintre, dans les années 60, il avait vraiment une bonne cote. Et vous voyez, on pourrait dire, bon, ça vaut pas grand-chose, il y a une petite notion de surréalisme là, mais ceci est devenu très populaire, quasiment populiste, si je puis dire, un peu comme Jeff Koons, c'est-à-dire qu'il arrive à jouer du bon goût, du mauvais goût et de ce que l'on pourrait comprendre comme le kitsch, le vulgaire. Mais en fait, si vous prenez ça sérieusement en compte, ça fait partie intégrante de la culture. Là, vous voyez un aperçu de ce tableau d'un peu plus près. Et ce qui m'intéresse ici, notamment, regardez, ce sont les yeux là sur le visage. Dans plusieurs de mes tableaux, lorsque je peins les yeux sont couverts d'un glacis, en quelque sorte, comme si les yeux ne voyaient plus, comme s'il y avait les yeux sans regard, les yeux souffrant de cataracte. Parfois, il y a même des yeux multiples, comme pour Christina du Danemark. Il s'agit plutôt d'orifices qui peuvent faire penser à un œil, à une bouche, qui vous regarde, mais vous n'en êtes jamais certain. Et dans ce cas-là, vous voyez que elle essaie de nous regarder, mais il y a ce voile vert sur les yeux, donc elle ne vous voit plus. Et son regard, dans ce cas-là, n'est plus lié à quoi que ce soit. Ça, c'est une petite astuce utilisée par Picasso, Matisse, Modigliani. Si vous regardez leurs œuvres, ils ont retiré les yeux. En fait, cela veut dire regardez moi, l'artiste, et pas le modèle. C'est l'ego de l'artiste masculin. En fait, ce modèle est un modèle que je manipule exprès. Ce n'est pas une vraie personne, pas une personne à rencontrer. Regardez plutôt ce que j'ai produit, moi, l'œuvre de l'artiste. C'est moi qui suis important après tout. Et bien sûr, on peut savoir s'il est bon de faire cela, mais en tout cas, c'est une idée intéressante avec laquelle on peut jouer
pour savoir jusqu'où on peut aller, ce qui est permis, ce qui est acceptable dans la peinture. Là, ça s'appelle Nigger of the World. C'est le titre de ce tableau. C'est une phrase de Yoko Ono dans les années 70, lorsqu'elle a dit que les femmes étaient the nigger of the world et les noirs du monde. C'est en fait un tableau qui prend sa source chez Rembrandt. Et j'y ai pensé, je crois, en 2005, 2006. J'avais déjà travaillé sur des dessins, des esquisses, des préparations. Mais je me suis dit, ah, ça va être tellement difficile à faire comme tableau, tellement gênant, que je me suis arrêté. Je me suis dit, je ne peux pas continuer. Et il a fallu attendre 2012 pour pouvoir enfin porter la touche finale au tableau. Et ce titre est intéressant parce que le sujet de cette œuvre est désagréable, dérangeant. Donc le titre doit refléter cette chose qui dérange. Marcel Duchamp disait qu'il souhaitait utiliser le titre donné au tableau comme une forme de couleur invisible au tableau. Et c'est ce que peut être un nom de tableau. C'est une phrase, c'est un mot qui reflète une dimension du tableau et qui change donc l'interprétation du spectateur. C'est un peu comme si il y avait un nouveau glacis d'une couleur très particulière au-dessus du tableau. Et cette couleur vient encore du fait que je voulus refléter ce reflet de nuit qui vient lorsque vous avez un éclairage au gaz. Comme si la peau devenait pâle de façon désagréable. Comme si la peau se retournait. Ce qui est à l'intérieur est visible à l'extérieur. Ici, vous voyez Suzanne et les vieillards. Suzanne et les vieillards, vous connaissez l'histoire. En fait, elle a été punie, Suzanne, parce qu'elle a été vue alors qu'elle se dévêtissait par des hommes âgés qui l'ont donc accusée d'essayer de les attirer, de les séduire. C'est donc l'histoire de Suzanne, de cette femme qui a été vraiment maltraitée par les hommes. L'histoire de l'art occidental, dans une certaine mesure. Bon, je sais, c'est difficile parce que je suis un homme, donc il est difficile pour moi, dans ma peinture, d'exprimer un point de vue féministe. Cependant, à un moment, dans mon travail, j'ai essayé d'exprimer cela pour montrer comment, en tant qu'homme, je peux interpréter l'histoire de l'art du XXe siècle. Quel est mon point de vue, ma perspective, la question que je dois me poser lorsque je fais référence à l'histoire de la peinture. Ici, vous voyez plusieurs étapes de construction, de fabrique de ce tableau. Vous voyez un personnage un peu tordu au début, la figure, le personnage est plus plat. Cependant, j'avais conservé la tête. Au milieu, la composition déjà a bien changé. Elle est là, elle existe, elle est en place. Cependant, je n'ai pas encore appliqué la couleur. Je ne savais pas trop d'ailleurs ce à quoi ressemblerait la couleur. Je ne savais pas encore quelle était la peinture qui m'influencerait le plus. Et ça peut beaucoup faire changer votre couleur, vos coloris, les marques. Et il y a même des parties du sujet qui vont changer. Donc je suis encore à cette étape-là, assez souple, assez changeant. Rien n'est figé ou fixé quand je commence un tableau. Et, bon, Grunwald, notamment, pendant cette peinture, sont devenus des sujets intéressants pour moi. Notamment chez Grunwald, pour essayer de représenter la souffrance du Christ, il appose sur son corps ses blessures qui parfois étaient liées à la mort mort noire, comme on disait, c'est-à-dire des pustules qui s'ouvraient sur la chair. Et c'est donc ce qu'a fait Grunwald, d'essayer de montrer cette souffrance sur la peau.
Et c'est une idée que j'ai reprise, que j'ai fait mienne. Et donc, vous voyez les marques du pinceau, les coups du pinceau qui ouvrent la plaie ici, une plaie retournée à l'envers. Et c'est un peu comme si les émotions du personnage, de cette figure, commençaient à être visibles à l'extérieur même de la personne, comme si la peau elle-même décrivait ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, dans une certaine mesure, c'est la décomposition du sujet. Mais avec cette décomposition naît la croissance. Avec la putréfaction, nous avons la formation d'étapes nouvelles de la vie. Un objet peut être putréfié, en putréfaction, et se transformer en quelque chose d'autre. C'est un peu comme une renaissance. Un corps qui a été enseveli peut peut-être revivre comme arbre grâce aux bactéries dans le sol et grâce à l'atmosphère qui va décomposer le corps pour le retransformer en quelque chose d'autre. C'est donc ça l'idée de la maternité, de la renaissance. Et ça vient, comme je l'ai dit, de la dégradation. Je voulais également me poser une autre question, une question que je me posais à moi-même, c'est-à-dire quels sont les sujets qui m'intéressent dans le monde de l'art? Si je regarde l'histoire de l'art comme sujet d'étude et de travail, dans ce cas-là, je dois m'attaquer aux peintures, aux tableaux les plus connus. Et j'ai donc commencé à faire des ébauches sur la Joconde, bien sûr. Bon, je ne sais pas si c'est le tableau le plus connu, mais très connu. Mais ça ressemblait à rien à l'époque où j'ai commencé à travailler sur la Joconde. Mais j'ai décidé après ça de m'intéresser au pape, à l'un des papes peints par Velázquez. Et ça, c'est très intéressant comme tableau, qui est devenu encore plus connu avec la version de Francis Bacon. Si vous allez à Rome, à la galerie Dora Pompei, près de ce tableau, vous avez la reproduction de Bacon. Même au musée, il vous montre l'importance de la copie de ce tableau. Ce qui est intéressant également, c'est que lorsque j'ai vu que Bacon n'avait jamais vu l'original, il a refusé. Il a refusé d'aller à la galerie pour voir l'original. Et c'est intéressant parce que avant même d'avoir vu le tableau original, je me suis dit, bon, les reproductions sont mauvaises, le rouge a disparu quasiment. Mais lorsque vous voyez ce tableau, effectivement, ce rouge est une couleur de rouge étrange et qui s'est un peu désintégrée. Voilà The Great Queen Spider, la grande araignée de la reine, traduit mot à mot. Bon, quand j'étais adolescent, j'ai lu des existentialistes, des romans. Et l'idée de l'existentialisme a commencé à voir le jour dans mes œuvres, c'est-à-dire les individus seuls, isolés, torturés. C'est quelque chose qui m'intéressait et que je souhaitais exprimer dans mes tableaux. Sartre et ses romans, et même plus tard, Alain Robbe-Grillet et ses écrits ont beaucoup compté pour moi. Notamment, j'ai repris les idées du rêve, de l'onirique, et des idées qui ressemblent peu à ce à quoi vous vous attendiez vous-même. C'est-à-dire, il s'agit d'une version réelle de l'existentialisme que j'ai essayé ici de décrire. Et les couleurs bleues et la période bleue de Picasso m'ont donc beaucoup intéressé parce que les couleurs qu'il utilisait ne se retrouvent nulle part ailleurs. Je n'ai jamais vu cette combinaison de couleurs de bleu chez Picasso. Il est difficile de comprendre vraiment où il a eu ces couleurs. Ça n'apparaît pas comme quelque chose de vraiment logique et ni à Riarty non plus. Mais c'est plutôt un bleu de Prusse qu'il utilisait, avec ici et là quelques touches de jaune, de rouge, qui créent une présence quasiment d'un autre monde.
Là, c'est pour vous montrer deux étapes. Deux étapes avec, bien sûr, la première étape manipulée, arrangée par ordinateur. Et puis, la deuxième étape, c'est là où moi-même, je commence à changer le tableau de façon monochrome avec ce bleu de Prusse, pardon, et je rajoute des choses, le livre notamment, l'apparence du livre. Je rajoute d'autres choses comme des choses qui peuvent ressembler à des yeux et je change le tableau pour qu'il ressemble à ce que j'ai appelé, c'est-à-dire The Great Queen Spider. Et au cours de la fabrique du tableau, il y a des amis qui sont venus me voir dans mon atelier, un ami notamment, qui m'a fait des propositions. Il m'a dit, tu changes trop le tableau et l'idée d'origine. Parce que moi, je m'étais dit, tiens, je veux retirer le bleu, je ne veux plus de bleu. Et il m'a dit, non, 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 c'est absurde. Arrête, arrête de modifier ce tableau. Passe à un autre tableau. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'en ai fait un autre tableau comme celui-ci, mais en noir et blanc. Parce que justement, comme artiste, je me suis dit, parfois, on perd énormément de temps à changer les idées alors qu'elles changent elles-mêmes. Et on essaie de repeindre le tableau pour le changer. Et il devient un autre tableau. Et dans ce cas-là, la peinture ne s'arrête jamais. Il s'agit de changement continu et d'adaptation continue. Alors qu'en fait, il y a un moment, il faut se dire, non, je reste sur mon idée d'origine. Et là, vous voyez le deuxième tableau, la nausea. Et là, en arrière-plan, bien sûr, ça ressemble à une carte postale, une image dans un livre. Ça veut dire, ou l'intention est de dire que, en fait, ça ressemble à une image. Et le tableau est plat, un petit peu brillant, comme s'il s'agissait vraiment du brillant d'une carte postale. Vous avez des points roses ici pour en fait faire en sorte que vos yeux, votre regard se déplace ici et là sur le tableau. J'ai rajouté cela parce que j'ai ôté la lettre qu'il y avait dans la main là. Et donc, il n'y avait plus rien pour l'œil de ce côté-là, pour le regard. Et c'est pour ça que j'ai rajouté ce point rose. La composition, vous savez, compte énormément dans un tableau. La façon dont l'œil se déplace sur la toile, c'est quelque chose d'important. C'est un peu comme s'il y avait un combat perpétuel, c'est-à-dire une peinture très formelle, très académique. Et puis après, lorsque vous discutez avec les gens où doit être le bleu, où doit être le rouge sur la peinture, est-ce qu'il faut une diagonale sous-jacente au tableau, etc. Eh bien, à chaque fois, toutes ces notions formelles de couleur, de forme que l'on voit dans la peinture abstraite sont à l'œuvre aussi dans le figuratif. Cependant, parfois, ceci est trop fort, trop puissant dans votre tableau et ça disparaît, ça ne fait plus partie en fait des notions conceptuelles d'origine. Et vous avez parfois un conflit entre les deux notions. Lorsque je fabrique un tableau, il y a toujours deux choses dont j'ai besoin. D'abord un miroir parce que je veux voir mes œuvres à l'envers. Et je veux voir si ça marche à l'envers, de regarder son tableau à l'envers dans mon atelier. En fait, ce qui compte surtout, c'est l'équilibre. L'équilibre pour la qualité académique de la peinture, pour voir comment le regard et l'œil se déplacent sur la toile. Et si vous regardez la toile à l'envers, vous pouvez le faire avec un miroir, bien sûr, dans ce cas-là, vous voyez où se déplacent vos yeux, s'ils le font de façon nette, clair, simple, articulé, avec des liens ou pas. Et la deuxième chose que j'utilise dans mon atelier, c'est mon pouce. Vous avez vu que parfois, et beaucoup d'artistes utilisent leurs doigts, leurs pouces principalement, pour regarder l'œuvre. Et bon, on fait ça en principe à la base parce que on voit ce que l'on a couvert sur la toile et ensuite votre cerveau essaie d'interpréter s'il y a des choses derrière le pouce ou s'il devrait y en avoir. C'est pour avancer dans la peinture. Si vous couvrez une partie du tableau, si vous voyez du rouge, dans ce cas-là, dans votre cerveau, vous verrez du rouge et vous allez peindre du rouge. Et vous continuez à faire ceci avec votre pouce pour voir ce qu'il y a derrière votre pouce sur la toile pour voir si ça, c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans le tableau, si vous me comprenez. Voilà donc quelques dessins que j'ai produits.
Là, c'est sur un support plastique. Je le fais exprès parce que c'est un peu à la volée que je le fais, c'est un peu par tracé, je peux les retourner, les regarder à l'envers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quasiment un miroir automatique que j'ai construit à l'intérieur du dessin. Le dessin est essentiel pour moi lorsque je peins, car il s'agit du squelette de mes œuvres. C'est ce qui tient toutes les parties de l'œuvre. Et sans cela, sinon, vous avez une peinture qui est vague, qui n'a aucune forme, aucune structure sous-jacente. Donc, toute bonne peinture, tout bon tableau doit avoir son dessin au commencement. Et je crois que c'est une bonne démarche parce que vous pensez à votre tableau, vous pouvez effacer quelque chose, alors qu'après, sur le tableau, il est difficile d'effacer quoi que ce soit. Et justement, je prends des photos pour pouvoir changer quelques éléments sur Photoshop, sur mon futur tableau. Et ensuite, je reviens à la toile et je copie ce que j'ai fait sur Photoshop sur la toile. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire trop d'erreurs. Bon, je peux faire des erreurs à l'ordinateur, mais je ne veux pas le faire sur la toile. J'essaie donc d'utiliser des technologies pour m'aider à avancer dans ces œuvres. Puisque nous parlons de composition, il y a quelques années de cela, j'étais à Berlin, face à face avec un Paul Klee, et je n'ai jamais compris pourquoi quelqu'un trouve ces tableaux intéressants. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, c'est étonnant, c'est un flipper. Il veut que l'œil fasse du flipper sur ces toiles. L'œil va commencer là, le regard va rebondir sur un petit visage, ensuite va suivre une ligne, et tout d'un coup, il va y avoir une flèche ou un arbre vers le haut, et puis une ligne diagonale qui redescend pour se connecter, se raccrocher à autre chose. Et c'est un flipper. L'œil, le regard se déplace, rebondit contre les éléments du tableau. Si vous regardez un tableau de Paul Klee, c'est vraiment ça qui se passe. Et ça crée une animation, un dynamisme dans le tableau qui est très important. Et c'est exactement ce que souhaitait faire Paul Klee dans ses tableaux. Bon, là, c'est la mort d'une vierge, Death of a Virgin. C'est l'un des rares tableaux que j'ai produit, que j'ai fabriqué sans couleur. Parce que mon objectif était plutôt de faire un lien entre la peinture et le dessin. C'est-à-dire une peinture sans trop de couleur, sans ce spectacle de l'utilisation de la couleur. Je voulais au contraire une toile pure qui s'intéresse à la forme, aux formes. Et même les peintures les plus abstraites ont leur récit, c'est-à-dire la façon dont l'œil se déplace. Plus le tableau est réussi, plus vous arrivez à contrôler le mouvement de l'œil. Si la peinture n'est pas bonne, votre œil va se promener, mais sans but, va errer plutôt sur la toile, ne saura que regarder. Et un autre spectateur regardera le tableau différemment. Alors que si le tableau est réussi, bon, je sais, ce sont des généralisations que je dis, ce sont des choses très générales, mais bon, si la peinture est bonne, l'œil, le regard sera très contrôlé par le peintre et beaucoup de personnes vont regarder le tableau exactement de la même façon. Donc, une bonne peinture, un beau tableau va contrôler votre regard. Ce qui veut dire que l'histoire que l'œil vous raconte après rebondissement sur la toile, c'est une histoire intéressante. C'est pour cela qu'il faut créer toute cette texture, toutes ces bords, ces limites, ces lignes. Et il faut ces différences sur la toile. Il faut de la douceur et de la dureté. Vous souhaitez des courbes, des lignes droites et une histoire qui se raconte alors que l'œil bondit et rebondit pour susciter en vous toutes sortes d'émotions. Vous voyez ici deux tableaux qui sont liés à celui que je vous ai montré précédemment. Et là, là-bas, c'est Gil Bazlet. Parfois, j'ai repris les œuvres à l'envers, bon, qu'on ne peut pas vraiment reconnaître par rapport à la source. C'est ce que j'appelle les blobs. C'est figuratif, mais c'est cependant abstrait également. Il s'agit de têtes, des têtes qui sont
vraiment très peu définies. Vous voyez à peine où sont les yeux, le nez, la bouche. Et c'est pour montrer les façons diverses et variées d'interpréter ce que l'on voit. Euh, Bien sûr, le sujet a beaucoup changé, a été dégradé. Et également, j'utilise les idées, les modèles de Dubuffet avec des sujets enfantins, dégénérés. Et vous voyez, en fait, ici, peut-être le rêve d'un enfant qui est en fait assez peu intéressant, mais qui est intéressant parce que ça va complètement à l'encontre du délicat et de l'harmonie qu'il y a sur d'autres tableaux qui sont très où il faut faire très attention. Et j'aime bien justement cette contradiction entre ce qu'il y a de dégénéré, ce qu'il y a de subtil, de délicat et de doux. Bien, ici à gauche, vous voyez Death of a Virgin, la mort de la Vierge. Voilà la source couleur de mon tableau. Et même si là, il semble que le tableau soit en noir et blanc, tout comme le mien, il y a en fait de la couleur. Si vous avez de la peinture noire sur du blanc, dans ce cas-là, vous obtenez une couleur assez chaude. Alors que si vous appliquez du blanc sur du noir, dans ce cas-là, vous avez un glacis plutôt de couleur bleuâtre, donc froide comme couleur. Vous voyez, en utilisant d'abord une couleur et après une autre couleur, ça change. Avec deux tubes simplement, deux combinaisons, vous pouvez obtenir des couleurs assez différentes. Et c'est ce qui m'intriguait ici. Et le sujet également. Le sujet ici, c'est la mort de la Vierge, la dormition. Et vous voyez ici le tissu autour du lit, qui est une prémonition quasiment de la mort, ce qui est intéressant. Tant et si bien que le tableau est là, ici, une esquisse de Boucher, que j'ai repris pour transformer tout ceci en une tête gigantesque. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez dans le tableau de Boucher, tout est abstrait. Certains chérubins ici sont encore là, mais ils disparaissent sous la masse de la peinture qui existe. Donc ça, c'est une tête réaliste, énorme, qui peut être décomposée en petites pensées, petites personnalités. Et une fois de plus, c'est comme si ce qu'il y avait à l'intérieur du crâne se voyait à l'extérieur. Vous voyez le cerveau et le processus de pensée qui apparaît à l'extérieur de la tête. Lorsque je peins et que je fabrique un tableau, je ne le fais jamais de façon isolée. C'est toujours dans le contexte d'autres tableaux et œuvres. Et je suis conscient que ce tableau sera dans un ensemble où il y aura d'autres tableaux. Et je veux donc créer ce récit qui existe, ce cheminement entre mes œuvres et d'autres œuvres. Lorsque je fabrique un tableau, il n'est jamais, comme je le disais, fabriqué seul, parce que à l'esprit, je sais qu'il sera dans une galerie proche d'autres œuvres. Et cela veut dire que les œuvres communiqueront les unes avec les autres. C'est pour cela qu'au début, lorsque je travaille sur la toile, je me dis « Oh là, il y aura d'autres enfants dans le dortoir », si je peux utiliser cette image. Et vous voyez l'une des sculptures ici que j'ai produit. En fait, là, il s'agit d'une des sculptures les plus grandes que j'ai faites. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de vous redonner le titre de la sculpture, mais là, je sais que nous parlons de peinture. Là, il s'agit d'une sculpture faite de peinture. Et mon objectif était de travailler en 3 dimensions pour que ces peintures, vous savez, avec le glacis, avec cette surface que vous avez, pour que nous puissions voir derrière ce glacis, comme s'il s'agissait en fait d'un morceau de miroir. Tout ce que vous voyez en fait est derrière chaque petit morceau de miroir, c'est-à-dire que le monde créé en peinture est l'autre côté du plan de la peinture. Vous êtes séparés de cette dimension. Donc je voulais que le sujet puisse quasiment rentrer dans un monde réel. Donc ces marques de pinceau que j'ai repeints dans mes tableaux, tout d'un coup,
prennent vie et renaissent dans le monde réel. Et donc les premières sculptures que j'ai faites étaient... j'étais par terre devant... Elles étaient par terre devant mes tableaux, comme si elles venaient de naître du tableau et de tomber là, sur le sol, à même le sol. Et en fait, je reprends les œuvres de Frank Halbach et j'utilise les mêmes pinceaux pour tout le tableau, les mêmes que Halbach utilise, la même taille, je devrais dire, même numéro, même numéro. La largeur de ces lignes est toujours la même, c'est très uniforme. Bon, ça peut paraître un peu ennuyeux, mais en fait, il y a cette cohérence, cette structure forte que l'on voit apparaître dans ces œuvres. Alors, il y avait Gérard Hemsworth qui venait toujours me trouver et dit quand tu as une idée, amène-la aussi loin que tu peux, pousse cela jusqu'à ce que ça casse. Et à cette fin-là, je me suis dit, si je dois faire une peinture épaisse, si je veux faire des tableaux aussi épais et gestuels que Frank Kooning, alors je pense qu'il devrait être aussi épais à pouvoir devenir une sculpture. Et donc ici, vous avez un tableau, une peinture poussée à l'extrême quant à la quantité totale de peinture qu'on peut y apporter. La couleur de cette sculpture est prise de ce tableau de Tiepolo. Tiepolo est un artiste merveilleux pour représenter la légèreté. Il crée des chariots et des figures et des éléphants qui flottent dans le ciel. S'il n'y a jamais eu un artiste qui savait effectivement représenter la perte de poids en tant que tel, le fait de pouvoir voler, c'est Tiepolo. Et il utilise la couleur pour créer cette notion de légèreté. Et la forme de la sculpture vient de Rodin. Encore une fois, parce qu'encore une fois, la manière dont il utilise l'argile et les gestes qu'il utilise pour façonner avec ses doigts paraît très similaire à la manière dont un artiste aujourd'hui pourrait utiliser un pinceau, une brosse. C'est une manière qui effectivement donne de l'épaisseur à la peinture. En haut à droite, il y a une petite maquette avec laquelle j'ai commencé, faite d'argile, avec la représentation de ce que j'estime devoir être la trame de ma sculpture. Et puis ensuite, j'utilise un scan informatique pour scanner ce petit modèle que je puis ensuite reproduire à plus grande échelle. Cette sculpture fait environ 2,50 m de largeur. Et puis, on applique la peinture par-dessus avec c'est tout de la peinture d'huile. Et à l'huile, elle est appliquée par-dessus. Et il peut falloir plusieurs années pour arriver à une couche de peinture jusqu'à ce qu'on parvienne à une solution qui paraisse juste. Des tableaux ont souvent un côté sombre et un côté lumineux. Et pour une sculpture, c'est la même chose. Et quand vous faites un tableau d'un objet tridimensionnel, on donne l'impression qu'il y a une lumière qui vient se projeter dessus depuis un certain angle. Et de la même manière avec certaines sculptures, je crois qu'il pourrait y avoir une lumière blanche qui frappe depuis le haut en gauche et puis une lumière plus bleue qui vient en bas à droite. Et c'est ainsi que je commence à construire les couleurs. Encore ici, un autre tableau, Mother, la mère, 2014, une très large. Je n'en fais pas beaucoup parce que ça prend trop longtemps, mais la plupart de mes œuvres sont assez modestes en termes d'échelle. Mais parfois, j'ai ce désir de créer quelque chose qui, disons, va m'éloigner de cette petite échelle du portrait. À la fin, j'ai voulu faire de ce tableau quelque chose de large parce que je voulais que ce soit un grand paysage, mais en même temps aussi une nature morte très humble. Et l'idée que l'on pouvait combiner à la fois le paysage et la nature morte ensemble. J'ai toujours apprécié les tableaux de Courbet lorsqu'il était emprisonné.
et afin de pouvoir effectivement compenser le fait qu'il ne pouvait pas sortir dehors pour peindre le paysage. Il peignait ces fruits qui étaient apportés par des gens qui venaient le visiter, les déposer sur le bord de la fenêtre de ses cellules. Et puis, il peignait un paysage imaginaire derrière. Et si vous regardez ces tableaux qu'il a peints en prison, il y a une qualité étrange, surréaliste, parce que les fruits paraissent avoir une échelle colossale, parce que la relation entre ces fruits au premier plan et puis le paysage en arrière-plan donne une image qui paraît faussée de l'échelle. Et la même chose, c'est avec des quéricots. Et on a l'impression que l'on regarde ces fruits dans un rêve, comme si vous êtes une personne toute petite qui contemple ces fruits immenses. Et c'est cela ce que j'ai essayé d'intégrer dans mon tableau Mother. Je voulais créer cette sorte de malaise avec le tableau. J'ai aussi utilisé Tony Fanton-Latour pour comme source la modestie de ces tableaux, le fait qu'il ait peint essentiellement des fleurs et la beauté de la manière de manier la peinture inspire toujours cette étrangeté abstraite, la manière dont les fleurs ne sont jamais tout à fait des roses ou pas tout à fait des pivoines, mais qui commencent à s'incarner, à devenir la peinture. C'est ce que j'essaye aussi de susciter. L'arrière-plan de mon tableau Mother vient de ce tableau de Flamesser qui était le peintre préféré de la reine Victoria. Et encore une fois, j'essaie de contester cette notion de kitsch, de qu'est-ce qui est de bon goût et qu'est-ce qui est de mauvais goût. La sensibilité religieuse est aussi très sensible dans mon œuvre et beaucoup de mes tableaux ont un halo qui est la représentation d'une lumière divine que l'on peut représenter de bien de manières. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'art, a été dépeint de manière bien différente. Ici, dans Mother, il y a ces raies de lumière qui viennent du ciel et qui semblent se fixer sur certaines fleurs qui peuvent être conçues comme divines. Le catholicisme a été très important dans l'histoire de l'art occidental. L'Église catholique a été la source de la plupart de l'histoire de l'art occidental. Et donc, parce que mon œuvre porte tellement sur l'histoire de l'art, parce que c'est le langage de l'art qui m'entoure, parce que c'est le langage du musée. Si vous voulez, sans le musée, sans cette histoire, je ne sais pas si la peinture peut vouloir dire quoi que ce soit. C'est développé à cause du musée, à cause de l'Église catholique de bien des manières. Et donc, pour moi, ignorer les influences de l'Église et ignorer la religion qui a été le sujet de tant de tableaux, me semble, serait ridicule. Et bien que je sois moi-même athée, j'ai cette grande sensibilité religieuse qui s'exprime à travers un grand nombre de mes tableaux. Et enfin, je voulais vous montrer qu'à chaque fois que je fais un tableau, une sculpture, les deux s'associent en général. Chaque exposition que je prépare, j'essaie de la rendre intéressante, un peu comme dans un film. Chaque tableau devrait être différent de celui qui le précède. Il devrait y avoir un commencement, un milieu et puis un aboutissement, des points hauts, des points bas. Il devrait y avoir une différence. Ça doit pouvoir vous garder éveillé aussi longtemps que possible dans la galerie. Et de ce point de vue, il y aura des tableaux que vous voudrez regarder de loin, d'autres où vous voudrez vous rapprocher pour savoir comment je me suis pris pour le peindre. Merci.